Comme l'a si bien dit Hermione, même si elle a tout appris dans les livres, le plus important reste l'amitié et le courage. Sorciers, sorcières, étudiants en magie, bonsoir. Puisque la semaine dernière j'honorais la maison Gryffondor et que de surcroît nous fêtions lundi passé l'anniversaire de Miss Granger, je trouvais l'occasion bien trop parfaite que pour ne pas la mettre à l'honneur. Si elle a pu nous montrer nombreux de ses talents durant la saga, il y en a un qui peut surprendre, sa presque insensibilité aux effets d'un artefact de magie noire des plus puissants. Allez, installez-vous confortablement, sortez vos plus beaux accessoires de Gryffondor et tout particulièrement ceux liés à notre chère Hermione Granger et baissez toutes les lumières à proximité. C'est parti pour comprendre pourquoi Hermione est si peu affectée par l'Orcrux que contenait le médaillon de Salazar Serpentard, à contrario de Harry et Ron. Tout d'abord, récapitulons succinctement ce qu'est un Horcrux, voulez-vous ? Un Horcrux n'est rien d'autre que l'appellation donnée à un réceptacle dans lequel est inséré le fragment d'âme d'un sorcier. Évidemment, on ne parle pas de n'importe quel sorcier, mais bien d'un sorcier possédant de nombreuses ressources magiques et plus précisément des ressources magiques liées aux arts obscurs. Autrement dit, nous parlons bien d'un grand mage noir. Mais revenons à notre Horcrux. Si cet artefact est aussi horrible qu'on le dit, ce n'est pas pour rien. Comprenez que sa façon de procéder pour remplir ses deux fonctions principales, c'est-à-dire celui de protéger le fragment d'âme de son propriétaire de toute attaque et celui de renforcer le fragment d'âme qu'il possède jusqu'à possiblement le faire devenir autonome si l'occasion se présente, sont juste effroyables. Car qui dit acte de magie noire, dit inévitablement au détriment de quelqu'un d'autre. Pour pouvoir mener à bien ses fonctions, l'Horcrux va mener des attaques répétées et insidieuses dans l'esprit de la victime qui le détient. L'Horcrux peut avoir recours à la manipulation et le contrôle des pensées pour faire remonter au grand jour les pires facettes de l'âme de sa victime. Et le plus horrible dans tout ça, c'est que l'Horcrux puisera inlassablement dans les ressources de cette dernière afin de semer un chaos total dans son esprit. Sachez que ce processus vicieux est long, fastidieux et malheureusement à première vue peu détectable, car le changement de comportement et les dégradations mentales que subissent l'hôte ne deviennent observables qu'après un long laps de temps, puisqu'il se joue en premier lieu dans la tête de la victime avec de nombreuses ruminations mentales. D'ailleurs, il n'est pas rare que la victime ne comprenne pas elle-même ce qui lui arrive, ce qui peut faire naître en elle une multitude de doutes et d'angoisses allant jusqu'à la paranoïa. Oui, posséder un Horcrux est juste épouvantable, et son exposition prolongée peut mener à la mort de son détenteur. Gardez bien en tête que l'objectif de l'Horcrux est de prélever un maximum d'énergie vitale de sa victime pour la donner au fragment d'âme qu'il détient. C'est ce qu'on appelle plus communément du vampirisme. Bien, maintenant que vous êtes au point avec cette horrible pratique de magie noire, passons à Hermione. Comprenez que Hermione n'était pas insensible aux effets néfastes de l'Horcrux quand elle le portait sur elle. Hermione a souffert au même titre que Harry et Ron. Mais disons que d'une part, contrairement aux garçons, elle gérait majoritairement sa morosité et son irritabilité de façon interne sans l'exposer aux yeux des deux autres Gryffondor. Et que par conséquent, nous ne percevons que très peu les effets du médaillon sur Hermione, puisque nous lecteurs ne voyons qu'à travers les yeux de Harry. Mais bon, il faut bien avouer que parfois, Hermione a pu se montrer quelque peu expansive. Et que d'autre part, Hermione arrivait à mieux comprendre les mécanismes de l'Horcrux et de ce fait a pu ériger par elle-même ses propres mécanismes de protection pour subir à moindre coût les attaques répétées du médaillon. Comprenez que même si Hermione avait une personnalité et un mental bien plus solide et robuste que celui des garçons, ce n'est pas exclusivement ce qui l'a maintenue debout durant ce terrible périple. Après tout, Hermione avait aussi ses faiblesses et avait même montré par le passé les facettes vulnérables de sa personnalité, qui, entre nous, ont pu être largement exploitées par l'Horcrux. Car oui, Hermione, au même titre que les garçons, présentait des failles émotionnelles.
Mais là où Hermione a pu se distinguer de Ron et Harry, c'est dans sa préparation mentale de ce qui l'attendait. Autrement dit, des dangers inhérents qu'engendrerait une chasse aux Horcruxes et de ce qu'il pourrait potentiellement encourir. Alors, je vous l'accorde, encore une fois, ça ne fait pas tout, car comprendre et prévoir une situation est incomparable au fait de vivre cette même situation. Cependant, cela a un rôle primordial dans l'anticipation des événements qui peuvent s'avérer cruciaux à un certain moment donné, comme par exemple emporter avec soi un flacon d'essence de dictame, une tente, des vêtements de rechange et un tas de choses utiles à la survie du trio alors qu'ils n'étaient même pas encore en cavale. Et justement, tant qu'à parler du contenant anticipé du petit sac extensible de Hermione, figurez-vous que c'est dans ce même petit sac que se trouvaient les meilleurs alliés de Hermione. Ses livres. Après tout, quoi de mieux pour combattre les effets déprimants et nocifs d'un Horcrux que de faire une activité faisant vibrer notre âme. La lecture était donc le meilleur mécanisme de défense de Hermione pour faire face à l'isolement et les angoisses persistantes que pouvait provoquer le médaillon. Et vous savez ce qui a également sauvé Hermione en plus de son amour pour les livres ? Sa curiosité insatiable, car Hermione s'est vue léguer quelque temps avant leur cavale un ouvrage des plus particuliers de la part de son défunt directeur. Et sachez que ce cadeau était une véritable aubaine pour Hermione, car cela lui a permis de passer de nombreuses heures au déchiffrage runique des contes de Beedle le Barde et de par conséquent passer outre ses ruminations mentales. Comprenez que ces moments d'activité sont de véritables mécanismes de préservation d'énergie qui non seulement font tomber la pression anxiogène, mais surtout qui permettent de préserver cette énergie si précieuse et de maintenir l'esprit à flot. En s'occupant l'esprit, Hermione s'est préservée à de multiples reprises des effets néfastes de l'Horcrux. Et c'est bien là une des grandes différences entre Hermione et les deux autres Gryffondors. Car contrairement à Hermione, Ron et Harry n'avaient absolument aucun mécanisme de défense compensatoire pour faire face à ce flot chaotique d'anxiété généralisée. Car pour les deux Gryffondors, ce n'était ni la lecture ni les casse-têtes qui faisaient vibrer leur âme, mais bien l'action. Et malheureusement, c'est exactement ce dont ils ont manqué durant des mois entiers et qui forcément a laissé place aux pensées invasives. Je pense très sincèrement que le Quidditch a dû terriblement leur manquer. Cela peut paraître futile, mais le Quidditch était un très bon défouloir à l'époque de leurs années d'études à Poudlard. Et c'est une discipline qui aurait pu par conséquent les canaliser à de nombreuses reprises. Et autre fait important à prendre en compte, c'est que Hermione était moins sensible à l'isolement et au retrait que Harry et Ron, car c'était tout simplement son mode de fonctionnement. Hermione n'a jamais eu peur de s'isoler pour réfléchir, étudier ou encore reprendre le contrôle de ses émotions, alors que Harry et Ron avaient profondément besoin l'un de l'autre pour se soutenir mutuellement et retrouver leur équilibre d'origine. Et si cette façon de fonctionner est assez touchante, elle a surtout été très problématique durant la chasse aux Horcruxes. Malheureusement pour Harry et Ron, ce besoin de cohésion était une occasion parfaite pour un Horcrux de semer le chaos et surtout la division. Il a suffi que l'Horcrux brouille la bonne interprétation de leur communication verbale et non verbale si instinctive de base pour créer des tensions palpables, les éloigner et surtout les fragiliser en exacerbant indéniablement leur solitude. Croyez-moi, j'aurais bien voulu m'en arrêter là, mais nous sommes loin d'avoir terminé, car il existe encore une autre façon dont Hermione a pu limiter les effets de l'Horcrux à contrario de Ron et Harry, celle de se confronter à ses pires peurs avant que le médaillon ne le fasse à sa place. Elle a de ce fait pris de nombreuses précautions pour éviter toute accumulation de charge mentale et éviter par cette occasion d'alimenter les Horcrux en matière à torturer. Hermione a fait par conséquent un énorme travail sur elle-même avant la chasse aux Horcrux. Une autothérapie si vous préférez. Elle a notamment dû faire face à des désillusions importantes, comme celle d'un système totalement corrompu. Et elle a dû surmonter ses pires craintes, comme celle de quitter Poudlard avant d'être diplômée sans savoir si elle pourrait un jour y remettre les pieds. Hermione a fait preuve de beaucoup de courage, de patience, de résilience et surtout d'autodiscipline. Et comprenez que si faire une croix sur ses apprentissages était déjà une épreuve terriblement éprouvante pour elle, Hermione a dû prendre une décision encore plus douloureuse mais vitale pour la survie de ceux qu'elle affectionnait tant, ses parents.
Hermione n'a eu d'autre choix que d'effacer la mémoire de ses parents et de leur faire croire à une autre identité que la leur, celle de Wendell et Monica Wilkins, un couple sans enfants qui avait une furieuse envie de déménager en Australie. Pauvre Hermione. Si la mise en œuvre de ce stratagème douloureux a dû être terriblement difficile à exécuter, il a tout de même permis à Hermione d'être bien plus concentrée sur ses objectifs et de diminuer drastiquement les angoisses qu'elle aurait pu avoir durant son périple. Alors j'ouvre une toute petite parenthèse pour rassurer certains qui l'ignoraient. Sachez qu'Hermione a bien récupéré ses parents après la défaite de Lord Voldemort. Elle a fini par les retrouver en Australie avant de retourner avec eux en Angleterre. Fin de la petite parenthèse. Bien entendu, ce genre de stratagème bien subtil n'a très certainement pas empêché l'Horcrux d'essayer de créer des failles dans le mental très solide de Hermione Granger, notamment en la faisant se sentir très seule et en la tourmentant sans cesse à propos des problématiques du moment au sein du trio. Mais cela dit, rien de comparable à ce qu'a pu ressentir Harry et Ron, qui étaient quant à eux au cœur du chaos. Hermione n'a de ce fait pas été en proie aux vives obsessions, aux peurs, aux insécurités ou même à la colère outre mesure qu'ont pu éprouver Harry et Ron à l'époque où ils étaient en possession du médaillon. Évidemment, comprenez que si Harry et Ron sont plus affectés que Hermione, ce n'était bien évidemment pas par faiblesse, mais bien parce que d'une part, comme je l'ai dit précédemment, ils n'avaient aucune échappatoire compensatrice et qu'ils subissaient de ce fait un savant mélange chaotique de douleurs émotionnelles et physiques. Oui, physique, car je vous rappelle qu'ils étaient blessés, épuisés, frigorifiés et complètement affamés, ce qui forcément les rendait extrêmement vulnérables et qui renforçait indéniablement le médaillon. Comprenez qu'au-delà de garder bien trop longtemps le médaillon et d'être par conséquent exposé aux effets de l'Horcrux de façon inégalable, Ron était surtout complètement dévasté et terrorisé d'être isolé de sa famille. Non seulement c'était la première fois qu'il laissait derrière lui ses parents et sa fratrie, mais en plus il n'avait absolument aucune nouvelle d'eux, et surtout aucun moyen de les contacter sans les mettre possiblement en danger. Il savait pertinemment que ses parents et ses frères étaient traqués et la cible du Seigneur des Ténèbres puisqu'ils étaient membres de l'Ordre du Phénix, et que sa petite sœur Ginny était quant à elle sous la coupe des Mange-Morts à Poudlard. Et Ron ne pouvait absolument rien faire. Il était totalement impuissant face à cette situation qui le dépassait complètement et qui renforçait inlassablement ses insécurités, ses ruminations mentales et ses angoisses. Sachez que Ron avait énormément de blessures émotionnelles et ce qu'il a subi comme attaque de la part de l'Horcrux était tout simplement épouvantable. Mais nous ne sommes pas là pour parler de Ron. Si vous désirez une vidéo plus approfondie sur le sujet, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous développer tout ça en profondeur. Mais maintenant, passons à Harry, qui je dois dire n'était pas en reste. Après tout, Harry a vu son monde s'effondrer peu à peu en perdant à tour de rôle ceux qu'il affectionnait tant. Il a également perdu Edwige qui était sa seule compagne et son seul lien magique durant ses passages très isolés à Poudlard et chez les Dursley. Et pour couronner le tout, il avait la terrible impression que Dumbledore l'avait complètement laissé tomber dans cette quête dans laquelle il avait entraîné ses amis et qui s'avérait être bien plus périlleuse et suicidaire qu'il ne se l'était imaginé. Harry était totalement perdu et en roue libre, et il savait qu'au plus le temps avançait, au plus Voldemort prenait du pouvoir. Et au plus Voldemort prenait du pouvoir, au plus ceux qu'il aimait s'exposaient à de terribles dangers, et se verraient à un moment ou un autre blessés, torturés et même tués. Sans oublier le fait que Harry avait la nette impression que tout était de sa faute, le rendant terriblement coupable, angoissé et terrorisé par la situation. Cependant, il faut bien avouer que, contrairement à Ron, Harry arrivait relativement à garder la face et tentait, comme Hermione, d'intérioriser un maximum son irritabilité, ses frustrations et ses angoisses. Même s'il n'y arrivait pas toujours, mais on sait exactement pourquoi. En conclusion,
Comprenez que si Hermione s'en est mieux tirée face à l'exposition constante des attaques de l'Horcrux, ce n'était pas parce qu'elle était immunisée ou moins sensible. C'est juste qu'elle intériorisait beaucoup, qu'elle faisait preuve de beaucoup de résilience, de lâcher prise et qu'elle était mieux préparée mentalement à ce qui l'attendait, ce qui forcément a donné moins de matière à travailler à l'Horcrux pour l'atteindre. Ajoutez à cela qu'elle a gardé un mental d'acier et a opté pour des mécanismes de défense optimisés avec son environnement, ce qui lui a permis de garder une certaine stabilité émotionnelle et mentale, lui permettant notamment de prendre du recul sur les atrocités que pouvait lui faire subir l'Horcrux du Seigneur des Ténèbres. Et c'est tout ça qui a fait la différence. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager à vos amis sorciers. Et surtout, à lancer votre meilleur Expecto Patro-like. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo, et cette fois-ci en l'honneur de la Maison Serpentard. Sorciers, sorcières, étudiants en magie, au revoir.